Voici enfin une passionnante exposition sur les origines de l'humanité. Le musée de l'Homme nous plonge dans le récit de la préhistoire et entreprend en quelque sorte de réhabiliter Néandertal. Preuves scientifiques et fossiles originaux à l'appui, on réalise que l'homme de Néandertal, disparu il y a plus de 30 000 ans, a bien croisé l'Homo sapiens et qu'il nous a légué quelques gènes. Sabrine Kasbaoui a visité l'exposition en compagnie notamment du paléontologue Yves Coppens. On l'a traité de brute épaisse, incapable de parler, de crétin et même de charognard. Après sa découverte en 1856, l'homme de Néandertal est trop longtemps resté considéré comme inférieur à l'homme moderne, alias Homo sapiens. Pourtant, ce cousin est beaucoup plus proche de nous qu'il n'y paraît. Il était donc temps de le rhabiller. Le musée de l'Homme à Paris nous propose d'apprendre à mieux connaître cet homme de Néandertal disparu il y a près de 35 000 ans. Décryptage avec Marilène Patou-Matis, auteur de Néandertal de A à Z, et l'un de nos plus grands savants, Yves Coppens, co-découvreur de Lucie, l'australopithèque la plus célèbre de l'histoire de l'humanité, et qui vient de publier ses mémoires. Petit cours improvisé. Non, quand même, c'est quelque chose. Hein. C'est ce fameux crâne original. Hein. C'est donc la première calotte crânienne qui a donné le nom à Néandertal, à l'homme de Néandertal, puisque c'est de la vallée de Néander. C'est cette calotte-là qui a fait en sorte que Néandertal est devenu fameux et que Néandertal a été en quelque sorte le premier homme fossile reconnu. Mais ce qui était frappant, c'est que ces restes humains ne ressemblaient pas à l'homme actuel, à l'homme moderne. Et donc, tout de suite, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et forcément, comme à l'époque, nous sommes à la période du créationnisme, c'est-à-dire que nous sommes tous les descendants des fils de Noé, on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait des hommes anciens, que nous avions des ancêtres. On voit ce crâne allongé, alors que nous, c'est tout rond. On voit ses bourrelets au-dessus des yeux. Il n'a pas de menton, il a un front fuyant, donc il était vraiment différent. Et tout de suite, à l'époque, excusez-moi l'expression, il a eu un délit de sale gueule. Mais alors, qui était donc Néandertal ? Les Néandertaliens, c'est 350 000 ans d'existence, hein, de moins 350 à moins 35 000 ans. Toute l'Eurasie, hein, jusqu'à la taille et l'Angleterre, et le Proche-Orient. Une période et un territoire extrêmement vastes. Heureusement, de nouvelles techniques nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre Néandertal, parmi elles la paléogénétique. Nous sommes comme des policiers, on cherche des indices, on fait des fouilles archéologiques, on trouve des objets, et puis on doit les faire parler. Et là, on a plein de moyens, notamment l'ADN. Nous, les paléontologues, qui imaginions que la morphologie, l'anatomie était la seule approche possible, tout d'un coup, on est doublé par la génétique, et c'est bien ainsi. Et donc, ces sciences vont nous apporter beaucoup. Et là, le dieu ADN a parlé. Et donc, c'est vrai qu'on a montré qu'il avait dans ses gènes un gène qu'on appelle FOXP2 et qui est associé chez nous au langage articulé. Si grâce à l'ADN, les scientifiques savent désormais que Néandertal parle, grâce aux fouilles archéologiques, on sait aussi qu'il partage avec Sapiens des modes de vie similaires. Néandertal et Sapiens, Homo néandertalensis et Homo sapiens, étaient contemporains. Ce qui surprend, c'est que sur le plan de la culture, sur le plan de la technologie, sur le plan des techniques employées, sur le plan des outils, on cherche en vain des différences, de vraies différences. Grand chasseur, Néandertal maîtrisait le feu aussi bien que Sapiens. Avait lui aussi une alimentation variée constituée de viande cuite, mais aussi de fruits de mer ou de poissons, ainsi qu'un sens esthétique, puisqu'il parait son corps de plumes et de cerres de rapaces ou collectionnait des fossiles. On voit maintenant que les Néandertaliens pouvaient, par exemple, se soigner avec des plantes médicinales. Donc ça, c'était une vraie découverte. Quand on a étudié le tartre de leurs dents, on a vu qu'il y avait des micro-résidus de plantes médicinales. C'est par exemple des bourgeons de peuplier. Et ces bourgeons de peuplier qui sont absolument immangeables. On se dit, mais pourquoi ils mangent ça? Parce que quand ça passe dans l'estomac, ça se transforme en acide salicylique, c'est-à-dire notre aspirine. Et ça, c'était incroyable. Et bien sûr, il enterrait ses morts. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on voit que non seulement il enterre les femmes, les hommes, les enfants et même des fœtus. Donc, il a vraiment
des pensées métaphysiques extrêmement poussées. Et dans certaines même sépultures, il va mettre certains objets. Il y a tout un rituel, on va dire, qui accompagne le mort. Apparu en Europe, Néandertal va se disperser jusqu'à arriver au Proche-Orient il y a 140 000 ans. Quand ils arrivent au Proche-Orient, il y a des proto-sapiens. Il y a déjà des hommes modernes, les ancêtres des hommes modernes. Ils sont là. Et il se trouve que, ou un homo sapiens et une petite Néandertal, ou un gros Néandertal et une petite Cro-Magnon, se sont plus. Et ça a donné des métissages qui n'ont pas été très nombreux, mais qui ont existé et qui montrent que l'interfécondité a été possible. Et que c'est ce croisement qui donne le résultat que les Eurasiatiques ont entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Si l'on connaît mieux Néandertal aujourd'hui, l'une des grandes énigmes de la science reste celle de sa disparition. Un mystère de plus à élucider.